Coucou Jacques, bonjour, c'est Pierre Bonjour au micro, il y a Jacques et avec Jacques, comme d'habitude, on vous propose une petite balade, excursion au sein des Beatles. Mais aujourd'hui, Jacques, on a préparé un programme un peu spécial, hein ? Et oui, on l'a intitulé La France chante les Beatles. Pourquoi ça ? Eh bien parce que les Français n'ont pas été une exception, même si l'impact des Beatles en France était bien différent dans notre pays que dans les autres. Il y a beaucoup d'artistes qui ont repris les chansons des Beatles et les ont adaptées en français. On va donc en écouter quelques-unes ensemble aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la France chante les Beatles. On devrait dire plutôt les Beatles chantés en français. Parce qu'on va avoir des groupes suisses. Oui. Et je ne veux pas dire, mais un Suisse n'est pas français et réciproquement. Oui, oui. Et alors, on s'est amusé. En général, quand même, on travaille notre sujet, on vérifie, on révise. Et là, j'ai dit à Pierre, écoute, je ne regarderai absolument rien sur ces artistes français. Je vais me laisser surprendre, comme vous tous. Et je vais donc découvrir certains détails sur ces artistes. Mais on entendra aussi les Beatles eux-mêmes, bien entendu. Oui, bah écoute, qu'est-ce qu'on va écouter des Beatles d'ailleurs ? Eh bien, d'abord... Non, mais je te dis pas les chansons, je te parle quel genre de musique des Beatles allons-nous écouter ? Bah, un petit peu de tout, puisqu'on a des chansons du début, 63, 64, 65, 66, 67. D'ailleurs, l'une des premières versions que nous allons entendre dans quelques minutes est une chanson extraite de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mais nous en dirons plus dans quelques instants. Exactement. Bon, dis-moi, est-ce que tu connais, on va commencer directement en musique, est-ce que tu connais le groupe Les Sauterelles ? De nom, oui. C'est un groupe de femmes. Oui, et puis Sauterelles. Oui, c'est un groupe de femmes, mais il y avait aussi des hommes quand même dedans, hein, je te le dis tout de suite. Il y avait un mec qui s'appelait Tony Vescoli qui se prenait pour Elvis. Ah. Et ce groupe est bien de Zurich. Dans les années 60, c'est pour ça que j'ai parlé de la Suisse tout à l'heure. Et ils ont été pris pour être les Swiss Beatles. Oh là là. Alors qu'ils s'habillaient comme les Rolling Stones. Ah. Cherchez l'erreur. Voilà là, et donc les Swiss Beatles, tu vois. Eh bien, écoute, je te propose qu'avec ces Swiss Beatles, on commence tout de suite avec un titre qui est comme nous en fait. Nous aimons c'est bon, les Beatles. Hier, c'était l'année des Hier. Alors Jacques, cette version est un peu spéciale, il faut le dire ce qui est quand même. C'est quand même une reprise aussi d'une chanson anglaise qui existait, We Love You Beatles. Oui, qui était chantée par les Carefrees. Les Carefrees, exactement. Dis-moi, si je te parle d'un chanteur qui était en première partie d'Edith Piaf en 1956. Avec un grand chapeau un peu mexicain, non ? Oui, mais ça c'est venu plus tard, oui. Sombrero ? En fait, il s'appelle Jean-Pierre Balthazar Miramont. Ah oui, donc origine mexicaine. donc, oui, tout à fait. Et il est né, comme tu le sais, en 1929. Il y a eu une grosse crise en 1929 ah oui, bien sûr. Qui a foutu l'économie du monde par terre. Il est né à Bordeaux. Et puis, donc en 1956, il a fait la première partie d'Edith Piaf. Et figure-toi que quelques mois après, il a été engagé par Bruno Cocatrix pour passer en vedette 5 semaines, durant 5 semaines à l'Olympia. Il avait le bon instinct, ce cher Bruno. Et il s'agit de Marcel Amont, qui nous fait une petite reprise de vous allez la découvrir. Voilà, c'était Marcel Amont, dit Jean-Pierre Balthazar Miramont. Écoute... J'aimerais bien qu'on parle 2 minutes de cette adaptation qui est à la fois... surprenante. D'abord, ils ont essayé au maximum de copier, de coller au texte original, mais une adaptation chez les Beatles, c'est toujours très très casse-gueule, comme on dit. Il y a des moments où on tombe dans le ridicule le plus total, et il y a des moments où c'est quand même très très proche du texte original. On est d'accord pour dire que l'arrangement derrière est plutôt pas mal. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi, Jacques. Je suis parfaitement d'accord, mais... je vais peut-être tu vas peut-être être en désaccord avec moi, mais toutes les paroles des Beatles ne sont pas à traduire.
Oui, c'est Parce ce que qu'il y a- j'allais dire. il y a certaines C'est ce que paroles j'allais des Beatles qu'il faut mieux ne pas connaître l'anglais, quoi. Oui, en même temps, ça colle avec un esprit, avec une période donnée. Oui, C'est amusant que la chanson originale, qui s'appelle bien sûr When I'm 64, quand j'aurai 64 ans, devient dans 45 ans. Bah justement, tu parles de When I'm 64. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Parce que on va essayer de temps en temps dans cette émission, que nous avons le grand plaisir avec Jacques de vous présenter, sur la voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. On va pas faire des sauts de puce, mais on n'essaye pas déjà d'être chronologique, soyons clairs. On a essayé de trouver des artistes français et francophones différents. Et d'un autre côté, on va parsemer notre émission avec des morceaux des Beatles, mais pas ceux que vous connaissez spécialement. Je veux dire, bien sûr, vous connaissez les morceaux, mais on part de... Vous allez entendre des instrumentaux que vous n'avez jamais entendus, joués par les Beatles et tout ça. Alors, pour When I'm 64, qu'est-ce que tu nous as préparé? Oui, et puis bien entendu, même si nos auditeurs, nos chers amis qui sont en ce moment dans leur chambre, connaissent mal les versions officielles, il est aussi de bon temps de partir à la découverte de versions différentes comme celle que nous allons écouter. C'est la deuxième prise de When I'm 64. Et après, je vous dirai la genèse de cette chanson. C'est une très vieille chanson. Take two. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, sur le canal 60 de votre téléviseur. Et nous venons d'entendre la seconde prise de When I'm 64. Elle ne comporte pas encore les cuivres qu'on connaît et qui sont dans la version définitive. C'est l'une des toutes premières chansons que Paul McCartney a composées alors qu'ils habitaient encore au 24 Flynn Road à Liverpool sur le piano familial. Et Paul donc a pensé un petit peu rendre hommage à son père qui avait son propre groupe dans les années 20. Les Beatles avaient l'habitude de la jouer un petit peu au Cavern Club et à Hambourg, et ils l'ont laissé de côté jusqu'au moment où les Beatles ont enregistré Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967, où Paul l'a ressorti des cartons et l'a mise au jour. C'est aussi un beau pastiche qu'il avait l'habitude de faire dans certains albums. On se souvient aussi de Honey Pie qui est dans le double blanc, qui est un peu dans la même lignée. Cet album, d'ailleurs, Sgt. Pepper, dont nous avons célébré, et nous célébrons encore pendant quelques semaines, le 50e anniversaire. Tout à fait, un album tournant dans l'histoire de la musique contemporaine moderne. Est-ce que tu connais Gérard Chatelain? Alors, deux noms. Deux noms. Est-ce que tu connais Gérard Saint-Paul, puisque tu connais Gérard Chatelain? C'est ça, c'est la même personne. Oui, c'est la même personne. Et figure-toi que dans les années 70, comme les Beatles rapportaient beaucoup d'argent, tout le monde a essayé de prendre sa part un peu, et surtout des producteurs français. Et il y a deux producteurs français qui cherchaient quelqu'un qui était capable de chanter excellemment les Beatles. Bon, excellemment, je le retiens un peu, mais... Pardonne-moi, oui. Je t'écoute. Donc, est-ce que tu veux me dire que la version qu'on va entendre, elle a été enregistrée dans les années 70 ? Ah, tout à fait. D'accord, oui. Donc ça, en fait, le phénomène de ces producteurs qui reprenaient les chansons des Beatles en français, qui a commencé dans les années 60, ça a perduré jusque dans les années 70. Oh, même plus. D'accord. Et donc, ce Gérard Saint-Paul a fait un album sur le label AZ, pour lequel j'ai eu le plaisir de travailler, de 10 hits de Lennon et McCartney. Alors, on va faire un petit quiz, si tu veux bien. Ah. Si je te dis « Rentre Jojo à la maison », de quelle chanson parlons-nous? Get Back. Reste avec moi. Alors là, si tu trouves, alors bonjour. reste avec moi. Stay with me, c'était plutôt Rod Stewart. Je ne sais pas. Don't Let Me Down. Ah oui, reste avec moi. Don't Let Me Down, tout à fait. La balade de John et Yoko, bon, ça, Oui. c'est pas très difficile. Alors là aussi, si tu trouves, c'est Beau Paris. C'est beau Paris. J'ai totalement oublié. Come Together. Ah, comme... D'accord. C'est la vie. C'est assez facile. C'est la vie. Je sais pas, In My Life. Non, Let It Be. Ah, Let It Be. Oui. Dis-moi, je t'aime. Alors là, tu ne trouveras pas. Girl. You Know My Name.
qui est la phase 2 de Let It Be sur le 45 tours. Oui, la chanson préférée de Paul McCartney de toutes les chansons des Beatles. Bon, et les 3 dernières sont très faciles parce que c'est Teddy Boy, Teddy Boy, Oui. Instant Karma, et Le long chemin vers toi. Ah oui, le Long and Winding Road. Voilà. Et alors qu'on vous dise, Jacques et moi, quand on prépare une émission, on essaye de se surprendre tous les deux, et Jacques n'est absolument pas au courant de ce que nous allons mettre maintenant. Non, cette fois, c'est... Mais j'ai sélectionné une chanson que tu vas reconnaître, et puis tu nous en parleras tout à l'heure de cette chanson, parce qu'on mettra quelque chose des Beatles en même Avec temps. plaisir, les amis. C'est dans une école que Maxwell a connu Joanne. Voilà, Bang Bang Silverhammer, chanté par notre Gérard Saint-Paul. Bang Bang Maxwell. Et je tiens à préciser quelque chose, c'est que Gérard Saint-Paul a été retenu comme étant celui qui pouvait le mieux interpréter les Beatles après une grande série d'auditions pour les disques à Z. Et je crois qu'il a repris d'autres chansons, il me semble, des Beatles, Gérard Saint-Paul. Ben oui, Ouais. je te les ai citées Ouais. tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire, Mais en plus de celle J'aime que tu... Paris, Mais je crois qu'il y a aussi des... Je crois qu'il a fait When I'm 64 aussi. Enfin bon. Oui, non, mais je te parlais de Oui, de l'album l'album. de L'album chez AZ, bien sûr. Voilà. Maxwell Silverhammer, on va peut-être se l'écouter par les Beatles. Qu'est-ce que tu en penses? Oh bah écoute, Et je vais tout de suite... One, two, three, four. eh ben on va attendre le 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, justement, il faut savoir que Maxwell Silverhammer est une chanson que Paul McCartney a composée pour le double album blanc en 1969, qu'ensuite il a commencé à travailler très sérieusement la chanson pendant les séances d'enregistrement du film Let It Be, qui sortira en 1970, mais là on est en janvier 69. Et il y a un truc drôle, c'est qu'on voit dans le film leur road manager, il y a une enclume, et il tape quand même avec un marteau dessus. Ils ont gardé cette idée quand ils ont enregistré la version définitive qui figure dans l'album Abbey Road. Et John Lennon détestait cette chanson, mais il le faisait savoir ouvertement au point que pour la version définitive, la séance définitive, John ne figure pas dedans. Seul figure donc Paul McCartney, chant, guitare électrique, piano, synthé, Harrison à guitare électrique, à la basse et au chœur, Ringo est bien sûr à la batterie et au chœur, George Martin est à l'orgamon, et Mal Evans à l'enclume. On entend donc l'une des versions travaillées pendant janvier 69, pendant les séances de Let It Be. J'ai une question de la plus haute importance. Qu'est devenu l'enclume? Elle a dû être vendue aux enchères un jour ou l'autre. Certainement, on s'en sert pas comme porte-clés. Bon, on écoute, écoutez bien, Maxwell Silverhammer. One, two, three, four. Voilà, les Beatles en travail. Très sympathique. Et ils sont loin d'avoir terminé les paroles, comme on l'entend. Et les séances ont été interminables de cette chanson. Et il la reprenait. Et Paul n'était jamais satisfait. Non, mais moi je trouve ça merveilleux d'écouter des choses. On croit tout savoir, tu sais, sur les Beatles. Ils ont enregistré que 12 heures de musique en tout, mais c'est fou comment on en découvre. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré. Donc on continue un peu notre voyage français, si tu veux bien. Mais avec plaisir. Un monsieur qui s'appelle Patrick Logelin. Alors Patrick Logelin, c'était le fils d'un... De Jacques Logelin. d'un monsieur assez riche, puisqu'il était, le nom m'échappe, agent immobilier dans la région de Cannes. Et donc déjà Cannes et cette région, ça coûtait cher à l'époque. Et Patrick, il a créé pas un groupe, il avait des amis musiciens avec qui il allait faire des petites apparitions dans les booms. Et donc tout le monde lui a dit: putain, t'es génial, tu devrais vraiment faire ça professionnellement. Donc il a créé un groupe qui s'appelait Les Fougasses. Et puis ensuite il y a eu un concours qui a été organisé par Télé Monte Carlo, qui n'était pas encore RMC, c'était TMC seulement à l'époque. Il a gagné le concours avec son groupe Les Fougasses. Et il a eu le plaisir aussi d'aller souvent dans la base américaine de Villefranche-sur-Mer. Et les Américains avaient des jukebox là-bas. Et comme ça, il s'est vraiment imbibé de musique américaine. Oui. Américaine, avec le rock, New Orleans et tout ça. Donc, il a
un peu roulé sa bosse. Il a rencontré à l'époque Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, il a travaillé un peu pour eux. Et puis un jour, les Fougasses, ayant gagné le concours de TMC, sont partis complètement faire des petites tournées, mais dans le sud seulement. Ils ont été reparés par une jeune femme qui s'appelait Jacqueline Dulac. Alors ça, pour ceux qui sont nés après, on va dire, 1960, Jacqueline Dulac, ça ne doit pas trop leur parler. Jacqueline Dulac, c'était une personne d'une importance capitale dans le monde de la musique à l'époque. Elle avait presque le regard de vie ou de mort sur quelqu'un. C'était une chanteuse et productrice. Et Jacqueline Dulac les a pris sous son aile et ils sont devenus les accompagnateurs de Jacqueline Dulac. Mais en attendant, ils ont fait des petites choses qui n'ont pas vraiment traversé les années, je pense. Mais ils ont surtout repris une chanson des Beatles qui est encore une fois Danse avec moi. Donc vous allez voir, vous allez écouter, vous allez apprécier. Nous avons pris de parti avec Jacques. Tu vas me dire, Jacques, si tu es d'accord, de ne pas nous moquer, du moins à l'antenne. Mais hors antenne, on se marre. Donc vous avez le droit de vous marrer aussi. Tout à fait. Voilà la version française de I'm Happy Just to Dance With You, qui était une chanson qui figurait sur l'album Hard Day's Night. Il faut savoir qu'au sein des Beatles, enfin, pour les gens qui l'ignorent, il y avait surtout Lennon et McCartney qui composaient les chansons. Au début, George Harrison était très hésitant et il avait essayé une chanson qui s'appelait Don't Bother Me, qui est sur le deuxième album des Beatles, qui s'appelle With the Beatles. Et pour ce troisième album, il n'avait pas réussi à composer une chanson, et donc John et Paul lui ont spécialement écrit cette chanson I'm Happy Just to Dance With You, et Harrison va très très vite se rattraper par la suite. On continue avec la France ? Eh oui, restons avec la France. Eh bien, je vais te parler d'un groupe qui s'appelait les Faux Frères. Alors bon, c'est pas ce que nous sommes. Hein. Non, toi et moi, nous sommes des frères, pas de sang, mais des frères de rock. Voilà. Même pas de rock, non, parce que c'est un peu limité. Nous sommes des frères musicaux. Voilà. Vous êtes sur la voie de cœur. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, évidemment, toujours sur le canal 60 de votre téléviseur. C'est avec grand plaisir que Jacques et moi nous vous présentons cette émission aujourd'hui spécialement consacrée à la francisation de la musique des Beatles. Ça te va, dit comme ça, Jacques ? Oui, je ne saurais le mieux dire. Bon, ben écoute, c'est très bien. Alors, les Faux Frères étaient un groupe qui a essayé de traîner sa bosse. Ils ont joué sur 3 labels français, dont 2 sont assez connus et un est parti dans les oubliettes. Le premier, c'était Vogue. Alors Vogue, pour ceux qui ne savaient pas, Vogue était le label français indispensable qui était situé à Villetaneuse. Et l'avantage de Vogue, c'est que c'était une maison de disques qui faisait tout. Elle enregistrait les disques en studio, elle créait la matrice, elle pressait les disques, elle faisait un studio de photographie, elle faisait les albums des couvertures. C'est-à-dire que dans la nuit, ils étaient capables de faire un disque complet à partir du chanteur jusqu'au produit fini qui se retrouvait le lendemain dans les bacs. C'est jamais mieux servi par soi-même. Hein. Et Vogue, pour dire, ça a été la maison de disques de Johnny au départ, de Sylvie Vartan, de Françoise Hardy, et puis ça a été toutes les plus grandes chansons de Jacques Dutronc, c'était Vogue en fait. C'était un bon. Et puis après, ils sont allés chez Barclay. Et puis Barclay, là, c'est moins bien occupé d'eux, donc ça a été le départ des oubliettes. Et ensuite, ça porte très bien son nom d'ailleurs, le 3e label, c'est Évasion. Ils se sont évadés vers l'inconnu. Voilà. Donc voilà. Et ils ont repris une version de Bebop Lula, très copiée sur la version des Everly Brothers. Ils ont fait ça en 1963. Ça a eu un petit succès d'estime. Et puis il y a quelqu'un qui a été très important dans leur vie, c'était Albert Resner, qui à l'époque animait Achetant des têtes de bois. Tout à fait. Et Achetant des têtes de bois, c'était le générique d'Achetant des têtes de bois. Ah, d'accord. Et bien malgré tout ça, comme ils étaient chez Évasion à cette époque, et ben Évasion n'en a rien fait, et les Faux Frères sont tombés dans l'oubliette. Dans les oubliettes, voilà. Et que tu saches aussi, c'est que Achetant des têtes de bois était enregistré en direct au studio de l'ORTF, mais où ? À Lyon. Ils avaient créé un studio spécial à Lyon pour Albert Resner, parce qu'à l'époque, Albert Resner habitait Lyon. Et d'accord. Pour ceux qui ne le savent pas,
Âge tendre et tête de bois, c'était tous les mercredis soirs. Et c'est là où Claude François a commencé. C'est là où tous les chanteurs yéyés ils sont tous passés par là. Et je me rappelle, Jacques, là, j'avais pas prévu de le dire, mais je le dis parce que ça m'amuse beaucoup. Il nous parlait des Beatles aussi, Albert Esner, et il prenait son harmonica. Il dit j'ai écouté une nouvelle chanson des Beatles, c'est Hard Day's Night. Il prenait son harmonica, ça fait à peu près comme ça. Et il était avec son harmonica et il essayait de faire les Beatles harmonica, ce qui était assez drôle. Voilà. Et on se souvient comment se déroulait l'émission, c'est-à-dire qu'il y avait des gradins et les spectateurs étaient dans les gradins et les chanteurs étaient au premier rang. Était au milieu d'eux. Ouais, et puis les chanteurs étaient au premier rang et ils chantaient à tour de rôle. C'est un petit peu ce que faisaient aussi certaines émissions aux États-Unis, puisque rien n'est original en France. non, ben oui, et puis en Angleterre avec Top of the Tops, quoi. Oui. Bon, on va pas épiloguer plus. Je pense aux émissions de Dick Clark. Les émissions de Dick Clark aux États-Unis, c'était un peu dans le même esprit avec les gradins et le présentateur au milieu des petits jeunes. Hors antenne, je vais te dire une petite anecdote sur Dick Clark, si tu veux bien. Voilà. Et Une fille pour deux garçons, c'est une des rares chansons des Beatles que les Faux Frères ont repris. Dites-moi si vous la reconnaissez. Eh bien, nous venons d'entendre la version originale de cette chanson en français, dont le titre était, si je me souviens bien, encore une fois, Danse avec moi. Non, c'est une fille pour deux garçons. Suivez votre coup, vous relâchez en fin de trimestre, mais suivez, écoutez. Une fille pour deux garçons, donc interprétée en français par ce groupe qui s'appelait Les Faux Frères. Les Faux Frères. C'est tout ce que vous avez à dire. Suivez, vraiment. Et la version originale c'était une chanson qui a été composée par George Harrison, You Like Me Too Much, qui figure dans l'album Help, une chanson qui est un peu sous-estimée et qui était surtout qui se différenciait par ce piano électrique qui était joué, l'introduction était jouée par Paul McCartney et George Martin était également dans la séance de l'album Help. Dis-moi, je te pose une question complètement à part, là, que je sors un peu de notre programme de francisation de la musique des Beatles. Est-ce que y a-t-il un album où George Martin n'a pas joué du tout? Non. Il a joué dans tous les albums, un peu. Bien sûr, dès le départ, il mettait un petit peu son savoir-faire, son talent au service des Beatles, et pas le contraire. Bon. Monsieur Volcouve, Jacques dit maître. Volcouve. Oui, maître Pierre. Connaissez-vous Zabo? De nom. Bon, c'est une personne, elle est française d'ailleurs, et elle est née le 7 décembre 1959 à 13h25 à Paris. C'est une Sagittaire. Quelle précision. Et son ascendant est Poisson. Non, on s'en fout de tout ça, tu me diras. Oui, un peu. Non, parce qu'elle était voyante. Elle était voyante, mais elle n'était pas clairvoyante. Rarement, non. Elle était voyante. Voyante et chanteuse, donc. Oui, voyante et chanteuse. Et puis d'autres voyants avaient prédit un grand avenir musical pour elle. Oui. Et puis, étant donné qu'elle était un peu turbulente, on va dire, ses parents l'ont envoyée dans un couvent, dans l'île de White, d'ailleurs. Ah oui. Et puis, bien. Elle fut renvoyée 3 mois plus tard parce qu'elle avait bu du vin. Oh, pas bien, j'ai bu du vin. Et puis, elle a toujours fait des farces et tout ça. Puis cette personne a pris un avion pour l'inconnu et on ne sait pas où elle est vraiment. Mais elle a repris une chanson évidemment des Beatles. Je ne vais rien te dire dessus parce que si dans les 10 prochaines secondes tu reconnais la chanson, c'est vraiment que tu n'es plus maître Volcouve. Tu seras maître supérieur. Alors. Hey Jude. Maître supérieur. Merci. Tu sais ce que ça me rappelle, Jacques? Fallait oser, quand même. Oui, il fallait oser. Tu sais ce que ça me rappelle? Je vais te dire ce que ça me rappelle. Dans l'album 666 des Aphrodite Child, il y a Irene Papas. Oui. Qui simule un orgasme et ça dure, je sais pas, quelque chose comme 12 minutes sur la phase 3 si tu te rappelles. Et ben voilà.
Elle a C'est l'orgasme Beatles. Voilà, elle a je pense. orgasmissement chanté et Jude Zabo, donc elle s'est fait virer de tous les pensionnats. Donc elle avait, tu peux savoir à peu près pourquoi quand tu entends, parce que elle est un peu fêlée, mais c'est ça qui est agréable. Parce que si on mettait que des trucs sérieux à la radio, C'est la qu'est-ce que nous en C'est la Brigitte Fontaine de l'époque, alors. Oui. Ouais. Alors attends, mais juste, tu as vu Brigitte Fontaine sur scène? Non, j'ai pas vu. Précipite-toi. Non, je te le dis parce qu'on dit que c'est la sœur de cœur, la sœur spirituelle et tout ça de Jacques Higelin. Si vous aimez Jacques Higelin, vous allez voir Brigitte Fontaine. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Tous nos auditeurs, vous irez voir Brigitte Fontaine. Et si le concert ne vous plaît pas, je vous rembourse la place. Voilà, puis il faut aussi aller voir Christophe si vous êtes sorti tout à l'heure, puisqu'il joue à la salle Playel et notre ami Pierre m'en a dit le plus grand bien tout à l'heure. Alors c'est à 20h30 et vraiment là aussi, ceux qui pensent que Christophe c'est un chanteur à minette, enlevez-vous tout ça de la tête. Christophe est purement un génie musical. Nous sommes donc dans les Français, enfin dans les chanteurs français, le domaine des chanteurs français. Et je rappelle que Hey Jude était un 45 tours des Beatles qui est sorti en 1968. Ça faisait partie des enregistrements du Double Blanc, mais il n'a jamais été destiné pour figurer sur l'album. C'était la chanson la plus longue des Beatles à l'époque. Sorti en 45 tours, ça dépassait de loin les 2 minutes 30 habituelles. Tout le monde leur a dit c'est pas possible, on pourra jamais programmer ça en radio, et bien entendu ils ont innové et pour la première fois cette chanson a été programmée et passée du début jusqu'à la fin sans interruption. Oui, c'était le premier 45 tours d'une telle... Une vraie révolution qui est d'ailleurs la seconde chanson qui figure sur ce 45 tours, celle de John Lennon. Oui, la version violente, pas la version... Voilà la version... Ni Number 9. Voilà. Michel Arnaud. Oui, puisqu'il existe 3 versions, on explique à nos amis, il existe 3 versions. Celle du 45 tours qui est un vrai rock'n'roll très violent, celle de l'album qui est plus lente, un peu bluesy, et un morceau qui s'appelle Revolution Number 9 qui est un montage audio d'avant-garde qui dure presque 9 minutes et qui est avec le recul très intéressant, un témoignage de cette période de l'année 1960. C'est vrai, mais il faut reculer très loin d'ailleurs. Non, il ne faut pas reculer très loin. Il faut l'écouter avec l'œil d'aujourd'hui, ou plutôt l'écoute d'aujourd'hui. Michel Arnaud, connais-tu Michel Le Arnaud? C'était pas une personne qui faisait la télévision? Alors, Michel Arnaud, c'était pas seulement une personne qui faisait de la télévision. C'était une des plus grandes productrices dans les années 70. C'est elle qui, après qu'il ait essayé de tenter sa chance à Sport Magazine, c'est elle qui a révélé Michel Drucker et qui a fait de lui qui il est aujourd'hui. Elle lui a proposé un magazine qui s'appelait, une émission de télévision qui s'appelait Tilt Magazine, où il recevait les musiciens. Et à chaque émission, Michel Drucker se ramassait une saucette 3 heures après l'émission en disant « T'as fait ci, t'as pas respiré, t'as pris ton bouton, t'as pas mis ta main là, t'as pas pris le micro comme il faut. » Elle lui a appris le métier. Et ça, Michel Arnaud était également une chanteuse. Bon, ça a été une chanteuse, pour nous, elle n'a pas franchi le cap, mais pour la génération de nos parents, c'est-à-dire que si vous êtes né entre 1930, on va dire, et 1950, Michel Arnaud a été une personne très importante. Et il y a quelque chose, je ne sais pas si je vais te l'apprendre, Jacques. Elle a été une productrice associée pour plusieurs émissions, notamment quelque chose qui a fait le tour du monde. Est-ce que tu as vu le reportage sur Pink Floyd à Pompéi? Oui, bien entendu. Merci Michel Arnaud. Sans elle, ça n'aurait pas eu. Oui, elle n'est pas la réalisatrice du document, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais effectivement, pendant longtemps, on a même pensé que c'était elle qui l'avait réalisé. C'est elle qui a fait Pink Floyd live à Pompéi. Je veux dire, sans elle, ça n'aurait pas eu lieu. C'est elle qui a donné les coups de téléphone à tout le monde. Michel Arnaud. Je rappelle que David Gilmour est retourné à Pompéi pendant sa tournée en 1976, que l'album vient de sortir de cet enregistrement extraordinaire qui est également disponible en DVD. Je vous conseille vivement de vous procurer ce disque extraordinaire, David Gilmour, Live in Pompéi, en clin d'œil au premier concert de Pink Floyd qui datait de 68, je crois, ou 69, le Pink Floyd à Pompéi. Voilà. Donc, c'est pas au hasard si nous avons choisi cette chanson aujourd'hui de Michel Arnaud qui était, parce que hier elle était Michel Arnaud. Oui.
Yesterday, donc en version française par Michel Arnaud. Et nous allons bien entendu, on ne peut pas faire autrement que d'écouter la version originale, celle des Beatles. On sait que Paul McCartney a rêvé, il habitait chez sa petite fiancée d'époque, Jane Asher, et il a rêvé du début jusqu'à la fin. Et puis en se réveillant, il m'a dit c'est pas possible, c'est pas une chanson de moi, elle doit appartenir à quelqu'un d'autre. Il a embêté un nombre incroyable de gens autour de lui en disant est-ce que vous connaissez cette chanson, est-ce que vous connaissez cette chanson. Et ça a traîné comme ça pendant plus d'un an avant de l'enregistrer. Il a même retravaillé alors qu'ils étaient à l'Olympia, ici en France, pendant le tournage de Hard Day's Night, le premier film de Hard Day's Night, il embêtait tout le monde. Et lorsqu'ils ont décidé de l'enregistrer, George Martin a dit à Paul McCartney mais il existe déjà une chanson qui s'appelle Yesterdays. Il y a un S, dit Paul McCartney. Moi, la mienne, il n'y a pas d'S, ça s'appelle Yesterday. Ils ont donc fait 2 prises de cette chanson avec un quatuor à cordes. Paul était très réticent au départ et il a accepté parce que George Martin lui a dit si jamais tu n'aimes pas les musiciens classiques, on les effacera. Voilà, et c'est devenu la chanson peut-être la plus connue de Paul McCartney. On sait qu'il y a plus de 300 versions différentes et que si on écoute toutes les versions diffusées à l'antenne aux États-Unis, ça fait 25 années d'écoute non interrompue. Tu sais que Yesterday a été évidemment joué par les Beatles et notamment Paul McCartney au Ed Sullivan Show. Ah oui, en 1965. Là. 65. 14 août 1965. Et tu sais ce qui s'est passé juste avant ? Juste avant qu'ils prennent le micro. Paul avait une vingtaine d'années. C'était pas encore le monsieur qui savait tout. Et il y a un des caméramans lui dit « Vous avez le track ?» Et lui, Paul répond « Non, j'ai pas le track. » Ben vous avez tort, parce qu'il y a 25 millions de personnes qui vont vous écouter. Oui, mais Paul est rentré. Oui, cela dit, moi, je vais te dire, je me permets de prendre de la distance par rapport à ça. Je rappelle que les Beatles s'étaient passés le 9 février 1964 à l'Ed Sullivan Show et que cette fois, il y avait 73 millions de téléspectateurs. Donc, il y avait de quoi un peu vous blinder. Bon, maintenant, peut-être que ce jour-là, il était un petit peu plus détendu. Et Claude lui dit attendez, il y a encore 25 millions qui vont venir voir. Le lendemain, je rappelle que les Beatles passaient au Shea Stadium de New York devant 55 000 spectateurs absolument enthousiasmés, voire fanatisés. Stade qui a été odieusement détruit il y a peu de ans. temps. Oui. Incroyable, ils n'ont pas le droit. Alors, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré. On fait un spécial, les Français chantent les Beatles, tout ça. Oui, Jacques, t'as quoi à me dire ? Oh non, je veux dire qu'on essaie de faire plaisir à nos amis qui sont en chambre et on essaie de vous faire écouter le son d'origine des Beatles et on vous les fait écouter en mono. Bah oui, comme ça, à l'époque. C'est très important. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas parler des Beatles chanté par des Français sans penser à notre Johnny national. Je voudrais faire un clin d'œil spécialement à Johnny qui va pas bien. Oui. J'espère qu'il va s'en sortir, ça c'est certain, mais je veux pas être négatif, je veux pas être positif, je ne le connais pas, je vais pas vous dire Johnny va bien, rassurez-vous, Johnny va mal, dérassurez-vous, non, Johnny va pas bien. C'est un battant. C'est un battant, donc vraiment... Eh bien, écoute, je propose que nous lui dédions cette émission. Avec plaisir. Voilà. Et donc, Johnny Hallyday sur la voie d'Ambroise Paré. Mon histoire est une histoire comme on en voit tous les jours. Je ne sais pas pour toi, Jacques, mais j'aime beaucoup cette version. Et je dis pas ça parce que c'est Johnny. Hein. Non, c'est vrai que Johnny a repris plusieurs fois des chansons des Beatles, dont celle-là. Il a repris aussi Got to Get Into My Life. Et à chaque fois, les versions françaises sont assez soignées et plutôt réussies. Alors, il faut savoir que la version originale de Girl, puisqu'il s'agit de Girl, figure dans l'album Rubber Soul. C'est une chanson qui a été écrite pratiquement vers la fin des séances d'enregistrement de Rubber Soul. C'est une chanson essentiellement de John Lennon, mais qui est en fait quand même coécrite par John Lennon et Paul McCartney. Et on pourrait croire que c'est une simple chanson d'amour, mais en fait, John
aborde un thème plus sérieux qui est celui du christianisme. Il disait, je parlais du christianisme avec ce concept que l'on doit souffrir pour atteindre le paradis. C'est la conception catholique, soyez torturés et tout ira bien. Je ne croyais pas à ce qu'il faille être torturé pour atteindre quoi que ce soit, disait-il. Alors on a bien sûr, on se souvient de l'anecdote où les tut derrière, c'est pas tut, c'est tit, ça veut dire les nichons en anglais, et George Martin était tout d'un coup, dit, mais vous dites bien tut, et les Beatles disaient oui, tut, et puis le côté un petit peu grec au niveau de la musique venait d'un séjour que John Lennon avait fait dans cette région. Et si nous écoutions la version originale ? Allons-y. Un peu, plus exactement, une version pré-originale, si tu veux bien. 1, 2, 3. Is there anybody going to listen to? Quand je t'ai dit, Jacques, que nous allons entendre la version originale, je ne me suis pas trompé. La seule chose que je n'ai pas précisée, c'est que nous allions entendre que les voix. Oui, c'est intéressant d'entendre cette version. Vous ne savez pas le croire, mais John Lennon détestait sa voix. Et à un moment, les studios d'Abbey Road ont créé une façon d'enregistrer nouvelle qui s'appelle le Double Artificial Tracking, où on peut doubler sa voix. Donc on enregistre 2 fois sa voix et elle est synchronisée. Et John, une fois ils ont découvert cette avancée technologique, ne voulait que enregistrer de cette façon-là, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est intéressant d'entendre que sa piste vocale qui est formidable quand même. Il faut bien l'avouer. Tu sais ce qui m'étonne dans John Lennon aussi, c'est que tu dis qu'il n'aimait pas sa voix. Je peux le comprendre parce que moi non plus j'aime pas ma voix, mais je m'appelle pas John Lennon déjà. Et quand par exemple il était avec le Plastic Ono Band, ou quand il chantait avec Elton John, Monsieur chantait avec un chewing-gum dans la bouche. Oui, ça, il l'a toujours fait. On voit la retransmission de Leonidas Love, il avait un chewing-gum dans la bouche. Pendant le film Let It Be, on le voit avec un chewing-gum dans la bouche. Et il avait une voix très articulée, quoi. Ouais. Alors, donc, si vous voulez apprendre l'anglais, mâchez un chewing-gum. Voilà. Si je te dis Danielle, encore une fois une femme, Danielle Denain. Ah oui, Danielle Denain, ça me dit quelque chose. Eh bien, elle est aussi connue, je dirais, que Gérard Saint-Paul. Ah, voilà. Elle a été choisie encore une fois en audition par des personnes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaient trouvé que le filon Beatles pouvait rapporter beaucoup d'argent. Ils ont cherché une jeune fille qui était belle à l'époque, dans les années 60, exactement en 66. Et après une petite série de galas un peu n'importe où, elle a été repérée par les disques Philips. Aujourd'hui, Phonogramme, et puis hier Phonogramme et maintenant Universal. Ouais. Donc oui, parce que ça c'est très triste. Vous qui n'êtes peut-être pas spécialisé dans la musique, nous on ne l'est pas spécialement, mais avant, les chanteurs avaient une chance de pouvoir s'en sortir parce qu'il y avait plusieurs labels, plusieurs maisons de disques. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui se partagent tout ça. C'est Sony Columbia, c'est une chose. Et de l'autre côté, Universal. Et Warner. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas dans un des 3, on peut vous jeter. Alors qu'avant, un homme mort. Enfin, un artiste mort. Un artiste qui ne vit pas. Et un artiste qui ne vit pas, c'est horrible. Et donc, elle a repris, on lui a fait reprendre des chansons de l'album Rubber Soul. Donc, je vous propose qu'on écoute. Qu'est-ce que tu en penses, Jacques? I'm Looking Through You en version française, donc, qui s'appelle Je lis dans tes yeux. Oh, je me suis trompé. Mais j'étais tellement bien avec cette chanson, c'est vrai. Alors, voilà. On va écouter donc la chanson suivante. Voilà. Je lis dans tes yeux. Voilà, vous écoutez la voix d'Ambroise Paré, c'est Pierre et Jacques, et nous écoutons La France chante les Beatles, et plus particulièrement Danielle Denain qui vient de nous chanter Je lis dans tes yeux. La version originale s'appelait I'm Looking Through You, elle figure dans Rubber Soul. Les Beatles avaient enregistré 3 versions de cette chanson entre octobre et novembre 1965, et on a décidé de vous faire écouter la première version qui est d'un tempo beaucoup plus lent que la version définitive, qui est au fond celle que nous voulons
venons d'entendre, puisque c'est une version française, et dont les paroles ne sont pas totalement terminées. Donc nous écoutons la version du 24 octobre 1965 qui figure dans l'anthologie I'm Looking Through You. Alors, quelle est la différence avec la version d'origine, cette chanson, Jacques? D'une part, le tempo est différent, et d'autre part, il y a une partie des paroles qui ne figure pas dans cette version-là. On se souvient que c'est une chanson que Paul a composée suite à des engueulades entre lui et Jane, et le couple commençait à partir à volo, à se déchirer, absolument. Jean-François Grandin. C'est un écrivain, non? Pour ceux qui ont vécu dans les années 60 également, les téléviseurs Grandin étaient très importants. Je m'en souviens, tout à fait. Téléviseurs dans lesquels Lelouch et d'autres personnes avaient créé des scopitones. Oui. Les scopitones étant l'ancêtre du clip. Ouais, vidéoclip. Et Jean-François Grandin était le fils de Monsieur Grandin des téléviseurs. Plus communément connu, Franck Alamo. Pourquoi Franck Alamo? Alors ça, c'est très très simple, parce que il a été remarqué par Eddie Barclay alors qu'il skiait à Val d'Isère. Et il se faisait appeler comme ça Franck. Raccourci de François, parce que d'après ses copains, ça faisait cool. Et puis avant qu'il se lance sur une piste noire, il criait Alamo, comme criait John Wayne dans le film Alamo. Ouais. Et Eddie Barclay lui a dit, toi, mon petit bonhomme, tu viens ici. D'abord, je t'ai entendu chanter à l'hôtel l'autre jour. Tu as une bonne voix, tu viens chez moi. Je vais t'auditionner et tu t'appelleras Franck Alamo. Et bon. Et pour dire jolie pourquoi, histoire. Ouais, et pourquoi est-ce qu'il avait une belle voix, ça, c'était sa voix. Mais pour te dire, quand il était petit, il était le soliste des petits chanteurs à la Croix de Bois. Alors là aussi, ça signifie peut-être rien pour vous, mais les petits chanteurs à la Croix de Bois, moi-même qui suis rock, je rêvais d'en faire partie. Mais oui, et puis il a été en première partie. C'est longtemps avant les choristes alors. Ah, bien longtemps. Il a été à la première partie de Sheila. Donc déjà aussi Sheila qui était dans le giron de Claude Carrère à l'époque. Et c'était assez exceptionnel parce que il y avait Marouani, il y avait Barclay, il y avait Carrère à l'époque. Et je ne vais pas dire que c'était la guerre entre eux, mais ils se partageaient le mouvement yéyé. Et être en première partie de Sheila et que Claude Carrère ait dit oui, que ça ne soit pas un de ses poulains à Carrère qui soit avant Sheila et que ça soit un poulain d'Eddie Barclay, il devait y avoir une certaine amitié qui était entre les deux. Et puis, il y a eu un petit groupe de... Je ne vais pas dire que c'était des nains parce qu'ils étaient tout petits, mais ils n'étaient pas grands, quoi. Les Surfs. Ah, les Surfs, effectivement. Les Surfs, et c'était des Malgaches, je crois. C'était des Malgaches qui devaient aller mesurer 1m40 tout au plus. Ils étaient adultes, hein, et ils ont été énormes. Ah oui, un énorme succès, Énorme. oui, les Surfs. Et les Surfs étaient le groupe vedette en 1964, lorsque l'Olympia, pour la première fois, a fait un programme dédié à ce qu'on appelait les idoles des jeunes, le groupe yéyé. Et donc les Surfs étaient la grosse vedette, et l'avant-grosse vedette, c'était... Franck Alamo. Ben oui, Monsieur Grandin. Alors écoutez ce qu'il chantait à l'époque. Je me bats pour gagner Franck Alamo, qui était tout de même un des grands du yéyé, qui est mort il y a quelques années seulement, oui. Qui avait interrompu sa carrière, il avait complètement abandonné, puis il est revenu. Pourquoi a-t-il abandonné sa carrière ? Je crois qu'il a voulu être dans le commerce, non ? Non, parce qu'il était tombé amoureuse d'une femme et qui lui a dit « Je ne veux pas que tu sois chanteur. Ça ne m'intéresse pas. » Ah, c'est beau l'amour. Et donc, oui, après, il a vendu des Jeep Dallas. Ouais. Il en a vendu quelques centaines de milliers d'ailleurs. Ouais. Et puis après, il est parti. Et il est parti, quoi. Il a quitté cette femme parce qu'il avait envie de retourner dans la musique. Et puis, il a été dans la version H tendre, voilà. Tout ça. Et puis, il est mort heureux, parce qu'il est mort dans le métier qu'il aimait faire. Absolument.
Et on se souvient bien sûr que Hard as Night est le titre du premier film des Beatles, ce qui a failli s'appeler Beatlemania. Imaginez cette chanson, Beatlemania. Bon, en tout état de cause, c'est une chanson que John et Paul ont composée à la demande, inspirée d'une phrase que Ringo Starr avait exprimée lors d'une des journées du tournage du film. On sait aussi, pour l'anecdote, que le solo de guitare qu'on entend bien repris à plusieurs reprises à la fin de la version française, et George Harrison n'arrivait pas à le faire à la bonne vitesse, donc il a joué plus lentement, et On a accéléré la bande, Ouais. et même la version de la BBC, au moment de la version où il jouait en live, quand elle a été diffusée, on sent bien la coupe, et c'est la version du studio qui est introduite dans la version live, la version du concert. Alors, qu'est-ce que nous allons entendre de Hard Day's Night? Ok, on va entendre la chanson Hard Day's Night, mais est-ce qu'on va entendre quelque chose de spécial, Jack? Eh bien, on va surtout entendre la voix. La première prise, la voix comme on a écouté tout à l'heure, Girl. On va entendre que la piste vocale de cette chanson. C'est toujours intéressant à écouter. La France chante les Beatles sur la voix d'Ambroise Paré, sur le canal 60 de votre téléviseur. On vient d'écouter la première version de Hard Day's Night où les Beatles s'en mêlent un peu les pinceaux, un peu comme nous il y a quelques minutes. On n'entend pas bien sûr que la piste vocale, mais on entend que les paroles sont pas encore complètement écrites, que bien entendu Harrison la se plante complètement dans le solo. Mais je la trouve très, très intéressante et même assez touchante, cette première version de Hard Day's Night. 4 garçons dans le vent, de leur premier film. Je vais te parler d'un chanteur français qui est né en 1888. Oh, c'est pas aujourd'hui, ma petite dame. Non, je sais pas aujourd'hui, c'est il y a 2 siècles. Oui, c'est incroyable de dire c'est il y a 2 siècles. Bon, enfin, ce monsieur a eu une carrière internationale. Il a été plusieurs fois nommé pour l'Oscar du meilleur acteur. Il a joué dans beaucoup de films sous la direction d'Ernst Lubitsch. Alors, d'accord, ayez un peu de culture quand même. Hein. Sachez, je ne vais pas Bien vous dire à sûr. chaque fois qui tout le monde est, hein, franchement. Ouais. Non, Ernst Lubitsch, Ernst Lubitsch. diantre. Voilà. Le maître de la comédie Pendant l'occupation, on a cru qu'il fricotait un peu avec les occupants. Il n'en était rien. Il y a eu un procès, il y a eu des poursuites. Il a été lavé de tout soupçon. Le fait qu'il ait été lavé de tout soupçon, c'est qu'il a pu après mener une longue carrière. Parce que s'il n'avait pas été lavé de soupçon, sa carrière s'arrêtait net. J'ai eu le plaisir aussi, en 1967, à l'exposition de Montréal, à l'exposition internationale de Montréal, de le voir sur scène. J'étais avec mes parents et ma grand-mère, je me rappelle bien. Vous voyez, en 67, même moi j'avais 13 ans, lui il est né en 1988, ben faites le calcul. 1888. 1888, ouais, Oui. Et puis évidemment, il a eu également, comme je vous l'ai dit, une grande carrière à Hollywood. Et il était le Français le plus connu et il avait un accent, il le cultivait. Quand il parlait anglais, il avait un accent. Bon, pour vous donner encore... Et les Américains adorent ça. Et les Américains adorent ça, et les Américaines aussi. Hein. Et pour vous dire, c'était l'homme au canotier. Donc je vous dis, et si je vous dis ma pomme, c'est moi. Bon, voilà, ben, je pense que vous avez... tous reconnu Maurice Chevalier qui, je tiens à dire, il a fait sa tournée d'adieu en 67 et son dernier concert, quoi, à l'époque c'était un tour de chant, son dernier tour de chant était à la Comédie, au Théâtre des Champs-Élysées, le 20 octobre 68. Voilà. Et après, il vivait à Marne-la-Coquette. Enfin, il y a plein de choses à dire sur... Oh oui. Et alors, il a chanté, évidemment... les Beatles, mais c'est pas lui qui a fait de ce tube des Beatles un tube français. C'était des compagnons de la chanson Tout à fait. qui avaient fait le sous-marin vert. Alors ça, c'est quelque chose, Maître Jacques, que j'aimerais que vous me explicassiez. Pourquoi Yellow Submarine, si je traduis, ça veut dire jaune sous-marin, est-il devenu sous-marin vert en français? Est-ce qu'il y a des raisons ou Tout aucune? simplement parce qu'une adaptation n'est pas une traduction et qu'en l'occurrence, il fallait que ça sonne, que ça rime avec la mer, donc vert comme la mer. Le sous-marin jaune est devenu vert en français. Le sous-marin vert. Par Maurice Chevalier. Nous avions tous le même âge.
Maurice Chevalier, ouais, la gouaille de Ménilmontant. Ah oui, sur- oui. non, non, mais Moi, je me souviens je crois qu'il avait repris une chanson avec qui s'appelait le rock du twist, un truc comme ça, avec Dick Rivers. Je trouvais ça plus réussi que cette Non. version de Yellow Submarine français. Si vous êtes d'une génération, c'est-à-dire si vous êtes né en 1970, c'est évident que vous ne pouvez pas vraiment connaître Maurice Chevalier. Mais sachez que Maurice Chevalier, quand même, a tenu le show business pendant près de 60 ans, quoi. Oui, c'est une Et le carrière relais a été pris par Lynn extraordinaire. Renault après. Bien sûr, Bon, bien enfin, sûr, bon. bien sûr. Alors, on n'a pas choisi avec Jacques la version des Beatles Yellow Submarine. On a choisi une autre version qui est jouée par 12 violoncellistes. Et bah écoutez, tu me diras, Jacques, si tu aimes cette version, c'est ce que tu en penses un peu de cette. Voilà, aujourd'hui on a dit qu'on laissait la parole à la voix, donc on a voulu vous faire juste un tout petit peu de C'est une belle réussite et ça fait un peu penser à la version instrumentale qui est dans le film Yellow Submarine qui a été orchestrée par George Martin. sur la phase 2 de l'album. Voilà. D'accord. Alors dis-moi, Jacques, Oui. qu'est-ce que. Je vais te poser une question. Je vais te parler de Richard Anthony maintenant, si tu veux bien. Ah oui. Le chanteur Lecombe, comme je l'appelle. Oui, mais non, on va voir si tu as une mémoire. Quel était son vrai nom? Ah On a eu l'occasion de s'en parler. Je n'arrive pas, à me souvenir. Il s'en étouffe, ce garçon. Il Tout s'en à fait. étouffe. Il s'appelait Ibrahim Richard Betch. Betch. B-T-E-S-H. Bien. Alors Monsieur donc, Betch. il est né où? Il n'est pas né en France. Non, je te demande pas où il est pas né. Je te demande où il est né. Si Il je est dis né ça- au Caire. Ah voilà, c'est un peu comme Claude François qui n'était pas né en France. hein. Voilà. Et en 1938. Et puis, bah, il est. Comment on l'appelait? Voilà, c'est un petit quiz là que je te pose, parce que j'ai dit déjà tout ça à l'antenne. Alors, que vous ne le sachiez pas, amis auditeurs, c'est normal, parce que j'espère que vous n'êtes pas des auditeurs de longue date et que vous allez bientôt pouvoir repartir chez vous en meilleure pleine forme, santé. en meilleure Et santé. bien rétabli. Donc, je te posais une question, mon petit garçon. Comment était-il appelé dans le milieu du showbiz? Bon, écoutez, je monsieur, vois- je suis perdu. Je Le vais faire ça père, en ligne. le père tranquille du twist. Ah oui, c'est exact. Mais moi, je préfère l'appeler le chanteur Lecombe. Je suis désolé. Mais oui, mais non, mais tu peux. Mais excuse-moi, mais c'est toi qui l'appelles comme ça. Moi, Non, il n'y a pas que moi. Il y a pas que moi. C'est pas moi qui ai inventé. Non, mais je te dis pas que c'est toi qui l'as inventé. Alors, maintenant, amis auditeurs, vous allez voir comment. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup repris les chansons des Beatles en français, Richard Anthony. Oui, c'est vrai. Alors, je vous disais, amis auditeurs, nous allons voir si Jacques Volcourt, dit maître, a de la mémoire. Comment s'appelle-t-il? Richard Anthony? Betch, monsieur Betch. Oui, mais ses deux prénoms. Richard. Oui. Ibrahim. Alors, donc voilà. Et avec lui, tout peut s'arranger, je pense. Oh oui. Nous sommes sur la voie d'Ambroise Paré, au micro Pierre et Jacques, et nous venons d'écouter Tout peut s'arranger. De qui? Monsieur Batch. Oui, non, attends. Ibrahim Richard Betch. Dit le bon père tranquille du Non, twist. pas le bon. Le père, C'est ma tranquille. version à moi. Et autrement dit, le chanteur Lecombe. Donc nous avons entendu la version française d'une chanson qui, en anglais, s'appelle We Can Work It Out. Yes. We Can Work It Out, c'était un single des Beatles, enregistré pendant les séances de l'album Rubber Soul Yes. en décembre 1965. C'est une double A-side, comme en anglais, c'est-à-dire une double face A. Comme I'm Looking Through You, que nous avons entendu tout à l'heure, c'est une chanson qui parle de la relation un peu tumultueuse entre Paul et Jane Asher. Et donc, on va écouter la version de Alors, quel album? on a choisi de ne pas vous passer la version des Beatles, mais d'une reprise, puisque Paul a interprété live dans le cadre d'une émission qui s'appelle Unplugged pour MTV. C'est cette version qu'on a.
All right. You're listening to the voice of Ambroise Paré. Here is Jack and Peter on the and the Beatles are singing in French. You're welcome, Paul. You're welcome. Come back whenever you want. Okay. Alors la traduction, nous sommes sur la web d'Ambroise Paré, c'est Pierre et Jacques au micro, et il remercie l'ami Paul qui vient nous chanter We Can Work It Out dans l'émission Unplugged. Alors, pour tous ceux qui avaient entre 10 et 14 ans, et évidemment plus, dans les années 60 et 70, on va dire, si tu es d'accord, Jacques, ils ne peuvent pas ne pas connaître la concurrence. C'est-à-dire, je vais dire la concurrence, mais pas de quoi encore. Les Beatles, il y a eu la concurrence. Est-ce que tu es Stones ou tu es Beatles? Bon. Et puis, une fois qu'on les disait, moi je suis Beatles ou Stones, et une fois qu'on disait qu'on était Beatles, est-ce que t'es Paul McCartney ou est-ce que t'es Lennon? Bon, il y avait déjà cette petite concurrence. Mais dans les années 60, en France, il y avait également deux groupes qui se concurrençaient. Eh oui. Les Chaussettes Noires et les Chats Sauvages. Absolument. Les Chats Sauvages, dont leur leader était Dick Rivers. Oui. Et alors, je dirais quelque chose sur Dick Rivers tout de suite, parce que tout à l'heure, je veux dire, parce qu'on vient d'écouter à l'instant Elle t'aime, c'était Les Chats Sauvages, dont le chanteur était Dick Rivers, et leur ennemi, Leur compétiteur. je vais dire médiatique, parce que dans la vie, ils sont très amis, Bien sûr. c'était les Chaussettes Noires. C'était un groupe de chez Barclay d'ailleurs. Avec Eddie Mitchell. Avec Eddie Mitchell, voilà. Voilà. Donc, c'était très sympathique cette époque parce que c'était de la musique bon enfant, comme on va dire, et tout le monde s'aimait bien. Et d'ailleurs, les Chaussettes Noires, Eddie Mitchell et tout ça, ils sont passés à la fameuse émission d'Albert Resner. Bien sûr. Puis il y avait aussi un autre point important, c'était le Golfe de Rouault, où tous ces gens-là se retrouvaient, qui était un club au-dessus du Café d'Angleterre, à côté de Richelieu de Rouault, bien entendu. Bah d'ailleurs, si vous y allez, vous verrez, il y a un McDo ou un truc comme ça. Et il y a une plaque. Et il y a une plaque. Ici se tenait le Golfe de Rouault. Et il faut dire que dans les années 70, le propriétaire des lieux nous avait ouvert tous les samedis après-midi le Golfe de Rouault, où on accueillait les adhérents de mon club, le club des 4 allées Liverpool. On faisait écouter les Beatles, on les faisait chanter, danser, et nous avions des après-midi plutôt sympathiques à ce moment-là. À Paris, c'était très parisien évidemment, mais à Paris, il y a plusieurs clubs qui étaient géniaux à l'époque. Le Golfe de Rouault, le Petit Gibus, le Bataclan qui est devenu une salle de concert, mais avant c'était un petit truc. Le Bus Palladium, le Palace, quoi, tout ça. La Taverne de l'Olympia. Que j'ai jamais connu. Ouais. En dessous de l'Olympia. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs. Mais bon, il y avait vraiment une facilité d'écouter de la musique pour pas cher avant. Donc, on a écouté Elle t'aime, qui était une version... She Loves You en anglais. Yeah. 4e 45 tours des Beatles. Oui. Alors, il est bon de temps en temps de montrer un peu la puissance par des chiffres. Je vais vous en donner quelques-uns. Donc, ce 4e 45 tours des Beatles a dépassé le million d'exemplaires vendus en Grande-Bretagne. C'est un numéro 1 qui est resté numéro 1 pendant 4 semaines. Il s'est maintenu ensuite dans les 3 premières places des charts pendant 7 semaines. Et puis, il est retourné au sommet pour 2 semaines supplémentaires. Il est entré dans le top 20 en août 63 et n'en est sorti qu'en février 1964. Incroyable. Il est également numéro 1 aux États-Unis en mars 64 et fait partie en avril des 5 titres des Beatles aux 5 premières places du Billboard 100, un record qui est resté inégalé. Extraordinaire. Alors, qu'est-ce que nous allons écouter, Jacques, là maintenant? Alors, on va quand même écouter une version de She Loves You, et on va écouter celle du Royal Variety Show. C'est la première fois que les Beatles jouaient devant la reine. Est-ce que c'est le fameux concert où John a dit, vous là-bas les pauvres, vous tapez des mains et vous les Effectivement, riches, vous donc, remuez les bijoux? il était prévu de faire une sorte de terminer par une sorte de mise en boîte sympathique, en tout cas, et d'essayer de faire sourire les gens. Et John a dit, voilà, pour notre prochaine chanson, s'il vous plaît, ceux qui sont au Place Beaumarchais, applaudissez, les autres secouez vos bijoux. 1, 2. J'aurais vraiment aimé
aimé être à ce concert, tu sais. Comme j'aurais aimé être à tous les Bien concerts des sûr. Beatles. Et tout simplement. la boutade de John a été très très bien reçue. On sentait que c'était le petit galopin qui faisait son clin d'œil à la royauté. Ouais, vraiment. Bon, Dominique Walter. Est-ce que tu connais Dominique Walter? Oh, je vais me répéter, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Alors, Dominique Walter était un petit garçon très pistonné parce que c'était le fils de sa mère étant Michel Arnaud. Ah, déjà. Bah oui, déjà. Ce n'était pas un emploi fictif. Là. C'était pas un emploi fictif, mais il a été chanteur, du moins il a essayé. Il a eu un succès d'estime en 1967 avec Les Petits Boudins, Argentins, Les Petits Boudins. Oui, tout à fait. Mais il a surtout fait quelque chose le 5 mars 66, fantastique. Il a représenté la France à l'Eurovision. Voilà. Il est arrivé avant-dernier Ah avec un point. France, one point. C'est peut-être la France qui a donné son propre point. Alors, je vais te dire, il n'a pas le pire résultat parce que il y avait un groupe Twin Twin. Je ne sais pas si tu te rappelles du trio. Pas du tout. Twin. Ah bah, Twin Twin, et c'était à l'Eurovision 2014 qui ont représenté la France avec Moustache. Oh. Eux aussi sont arrivés avant-dernier. Mais pas avec un point, avec plus. Donc Dominique Walter détient le record absolu du pire résultat. Eh oui, du pire résultat. Alors on va écouter une chanson de Dominique Walter qu'il a... Bah écoutez, c'est une version d'une chanson des Beatles, évidemment, comme d'habitude. Je t'ai connu chez un grand photographe. Voilà, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré. Notre émission touche à sa fin. Jacques, ça a été un vrai plaisir. Alors, je voudrais, pour cette dernière chanson, tu vas nous expliquer ce qui va se passer, parce que c'est important. On se souvient que Penny Lane et comme Strawberry Fields Forever, qui était le 45 tours, qui devait illustrer, qui ouvrait les séances de Sgt Pepper, est un quartier de Liverpool. Il y a une trompette piccolo trompette qui est inspirée de Bach, et on va écouter la version qui se termine par cette trompette qui est assez rare. Et voilà cette version différente qui se termine par la trompette piccolo qui n'existe pas dans les autres versions les plus répandues. Merci Jacques pour cet excellent temps. Notre programme reprend. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré. Et merci à vous et bon rétablissement. Et bon rétablissement. Au revoir. Tout de suite, de la musique des années 60 et 70 sur la voie d'Ambroise Paré.